C'est maintenant le temps de saisir le schéma et de planifier l'espace requis dans le boîtier. Bidouilleur, salut! Voici la 4e vidéo du projet d'interface PC pour le voltmètre CA à large bande Fluke 8920A. Il est important de visionner les premières vidéos de cette série avant de regarder celle-ci, car toutes les vidéos sont construites de façon chronologique. Je fournis un lien vers la liste de lecture de la série dans la description en dessous. Alors, dans la 3e vidéo, je vous ai montré quelques circuits possibles pour interfacer les fameux 3 signaux logiques F0, F1 et F2 avec le microcontrôleur. Et j'ai justement fait le choix du microcontrôleur parmi ceux avec lesquels j'avais le plus d'expérience. En conséquence, j'ai maintenant choisi tous les composants principaux dans le projet. Donc aujourd'hui, je vais parcourir avec vous le schéma électronique proposé. Par la suite, je vais vous montrer de plus près l'intérieur du voltmètre CA Fluke 8920 et les points de connexion qui nous concernent. Ça permettra de décider de l'emplacement et de la forme finale de la plaquette PCB à concevoir. Donc, allons-y tout de suite avec le schéma. Alors là, voici ce schéma électronique de l'interface USB pour le Fluke 8920A, version électro-bidouilleur. Alors, je vais tout de suite commencer par la partie qu'on connaît le plus, et c'est, vous l'avez deviné, le comparateur ici, qui nous permet, donc l'ensemble de 3 comparateurs qui nous permettent de saisir F0, F1 et F2, les fameux signaux moins 15 volts, 0 volts. Et ça nous permet aussi de saisir les alimentations, donc plus 15, moins 15. Et bon, il y a un point ici qui ne sert pas, là, que j'ai terminé, que je suis sur un contact. Là, et la masse, bien sûr, c'est bien important. Alors, on a les signaux qu'il nous faut, les alimentations F0, F1, F2. Je vous ai mentionné qu'on allait polariser les entrées de comparaison, donc les entrées inverseuses, à mi-chemin entre le moins 15 et le 0, si vous vous rappelez la dernière vidéo. Ce que je fais ici pour les 3 LM339, c'est un quadruple LM339. Hein? C'est un quadruple comparateur, 4 comparateurs dans un seul boîtier. Donc, on a eu un A, eu un B, il y a eu un C que je vais vous montrer, il y a eu un D. Alors, c'est une seule puce. Et je ramasse, bien sûr, F0, F1 et F2. Et j'ai mon diviseur résistif en sortie, tel que je vous l'avais expliqué dans la vidéo. L'alimentation plus 5 volts, c'est important ici de le mentionner. Je vous avais mentionné qu'il fallait peut-être éviter que des courants circulent lorsque le moins 15 apparaît, mais que le plus 5 n'est toujours pas présent. Alors, pour éviter cela, les LM339 et le diviseur vont être alimentés directement à partir du plus 15 qui entre dans l'Arduino et il y a un régulateur 5 volts sur l'Arduino Nano et ce 5 volts est donc fourni, c'est ce qu'on appelle ici dans le circuit le plus 5. La source vient d'ici et s'en va dans les parties du circuit qui sont numériques, donc qui ne sont pas analogiques. Pour l'analogique, j'utilise une autre alimentation que je vous montre dans quelques secondes. Alors, la connexion numérique aussi pour le bus, je l'ai faite avec le fameux plus 5 numérique venant du microcontrôleur. Donc, toute cette partie-là a sa propre alimentation séparée. Alors, du côté donc du plus 5, ce que j'ai fait, c'est que je prends le plus 15 venant du 8920 et j'ai un petit régulateur unique, séparé pour le plus 5 volts qui me servira pour les parties analogiques. Donc, on aura 2 sources d'alimentation. Celle-ci, je l'ai filtrée abondamment pour essayer d'éliminer le bruit le plus possible. Je lui ai aussi mis une charge minimale, pour s'assurer qu'il y a toujours un courant minimum qui est consommé pour stabiliser le régulateur de tension dans ce cas-ci. Et j'ai mis une DEL d'alimentation aussi. Donc, le plus 5 analogique, lui, s'occupera bien sûr, vous l'aurez deviné, de l'ADC, ce qui nous permettra, à tout le moins, de tenter d'éliminer le bruit le plus possible. Les plans de masse seront
les mêmes, mais je vais les connecter seulement à un seul endroit, donc un seul joint. Vous verrez lorsque je ferai la plaquette pour essayer d'éviter le couplage de bruit sur la masse, les deux masses, la masse de la partie numérique du circuit et la masse de la partie analogique du circuit ici. Alors, je ne vous l'ai pas mentionné tantôt, le quatrième comparateur du quad comparateur LM339, il est ici, et c'est sur celui-ci que j'ai fait les connexions d'alimentation, plus 5 et moins 15. J'ai aussi connecté les entrées de ce quatrième comparateur avec des résistances 0 ohm, donc des courts-circuits, et j'y ai mis des œillets, donc des points de test que je pourrais utiliser dans le futur comme quatrième comparateur dans une modification future. Donc, je ne l'ai pas condamné, autrement dit, je pourrais l'utiliser avec des bouts de fil, par exemple, ce comparateur sur la plaquette. J'ai bien sûr mis du découplage local, comme on fait toujours, du 100 nanofarad sur les deux alimentations. Alors, regardons maintenant l'ADC. Je vous ai mentionné qu'il y avait bien sûr la connexion I2C ici, qui vient de l'Arduino Nano, d'accord? SDA, SCL, c'est la partie numérique, avec ces deux résistances pull-up, c'est typique de l'I2C. J'ai aussi mis une résistance ici en série sur la ligne SDA. Comme vous le savez, la ligne SDA est une ligne bidirectionnelle. Si vous ne le saviez pas, vous le savez. Alors que la ligne SCL, c'est le signal d'horloge fourni par le microcontrôleur à l'ADC, et celui-là est unidirectionnel. Pourquoi j'ai mis une résistance? Parce qu'il y a toujours risque que les deux côtés deviennent actifs, puisque c'est bidirectionnel, même une fraction de seconde, deviennent actifs en même temps. Et il y aura à ce moment-là conflit sur la ligne. Alors, pour éviter des grands courants qui pourraient endommager, bon, peut-être pas, mais tout de même, c'est une bonne pratique de mettre une résistance assez faible, tout de même, en comparaison à l'impédance d'entrée ici du circuit, mais suffisamment élevée pour limiter les courants. Des fois qu'il y aurait un court-circuit entre les deux, donc les deux sont des sorties, par exemple, en même temps. Alors, c'est pour ça que j'ai mis cette résistance. C'est une bonne pratique. Alors, sur l'ADC, j'ai dessiné l'ADS 1115, mais comprenez que moi, j'ai choisi l'ADS 1113 que je vais mettre sur la plaquette, mais les empreintes sont compatibles. Pourquoi j'ai fait l'ADS 1115? C'est que, qui sait, si je voulais utiliser cette plaquette pour d'autres applications où j'ai plus d'un signal qui entrerait dans la plaquette, bien, l'ADS 1115 a un multiplexeur en entrée, donc a 4 entrées possibles. Et c'est pour cela que j'ai fait ces 4 circuits en entrée, non pas seulement à AIN0, qui est mon entrée qui viendra du voltmètre CA, et AIN1 qui est connecté à la masse. Ça, c'est la configuration par défaut que je vais utiliser. Mais il y a aussi 2 et 3 qui sont libres, mais j'ai quand même prévu des emplacements pour des pièces et j'ai aussi terminé ça sur un connecteur sur lequel je pourrais connecter des signaux venant de l'extérieur. Autrement dit, et c'est une bonne suggestion de Jacques, faisons cette plaquette pour qu'elle soit assez universelle, pour qu'on puisse l'utiliser dans d'autres applications où on a besoin d'un ADC de 15 bits en mode ordinaire ou 16 bits en mode différentiel. Alors, c'est pour ça que j'ai mis plus de composants que j'en ai en fait besoin et le connecteur sera plus grand que j'en ai en fait besoin. Bien sûr, j'ai fourni la masse, mais il faut comprendre donc que je connecterai mon Fluke 8920 sur l'entrée AIN0 et AIN1 ici, et ce sont les broches 2 et 3. La broche 1, j'y ai connecté le 5 volts analogique disponible pour une connexion externe si jamais j'ajoute un autre circuit. Les autres entrées sont des entrées disponibles pour le futur. Alors j'ai mis des emplacements pour résistance ou condensateur, bien sûr. Dans le cas présent, j'ai mis un filtre RC de premier ordre qui coupe à 16 Hz. Alors on éliminera quand même une bonne partie du couplage secteur avec ce simple filtre ici en entrée. On pourrait le rendre plus complexe, le filtre, si on veut, mais au moins j'ai l'emplacement pour faire du filtrage, si désiré, ici sur la plaquette, et je mettrai effectivement ce filtre de 16 Hz. Je vous montrerai des calculs que Jacques a fait dans une prochaine vidéo
Il a fait toutes sortes de mesures, entre autres sur la fréquence de coupure et le genre de bruit résiduel qui va nous rester du secteur en entrée ici. Alors, qu'est-ce que j'ai ajouté aussi? Ben, mes trous de montage. J'y ai mis 4 trous. Je vous le dis d'avance, vous le verrez dans quelques minutes, que je n'utiliserai probablement que 3. Mais j'ai mis le 4e quand même si j'utilise cette plaquette pour un autre usage. L'autre chose que j'ai faite aussi, j'y ai mis un connecteur à la demande de Jacques, un connecteur avec des connexions de test sur la plaquette, un connecteur universel tout simplement. Dans le cas où je voudrais amener des signaux de l'externe, sur un connecteur en rangée, j'ai mis un connecteur de 2 par 4. Sur la plaquette même, il y aura donc des trous traversant plaqué cuivre sur lesquels je pourrais partir des petits fils allant se connecter ailleurs sur la plaquette. C'est vraiment pour rendre la plaquette universelle le plus possible. Alors, qu'est-ce qui reste à couvrir? Ben, peut-être le microcontrôleur, c'est l'Arduino Nano. Cette fois-ci, j'y ai fait les 30 trous, donc il y aura donc les 30 connexions pour usage futur. Et encore une fois, tous les signaux numériques et même des signaux analogiques, l'ADC intégré à l'Arduino Nano, ben, je les termine sur des connexions pour qu'on puisse connecter des fils. Donc, ça sera vraiment assez universel comme circuit. C'était bien sûr le désir. Il y a une connexion additionnelle, c'est la connexion Alert Ready que l'ADC peut fournir à l'Arduino lorsque la lecture est terminée et disponible. Mais je ne crois pas que je vais l'utiliser. On n'utilisera pas l'ADC dans un mode assez rapide pour nécessiter une interruption, par exemple, lorsque la lecture est prête. On fera simplement une lecture répétée à l'ADC pour lire les valeurs. Alors, je l'ai quand même connecté, au cas où, bien sûr. Alors, ça couvre essentiellement ce qu'il y a à dire sur le circuit. Assez simple tout de même, comme vous le voyez, avec des petites considérations d'expansion, des petites considérations de bruit, du découplage, où c'est nécessaire, bien sûr, dans le circuit. Mais sinon, ce n'est rien de bien complexe. Une fois qu'on a compris et testé même séparément, parce que je vous l'avoue, j'ai vérifié ce circuit ici, avant. J'ai aussi vérifié ce circuit avant, en montant l'ADC sur une petite plaquette de conversion à DIP, puisque c'est un boîtier à broche petit, montage en surface. Je l'ai quand même vérifié, j'ai fait des essais pour m'assurer que ça va rencontrer les exigences. Avant de fabriquer une plaquette, il n'y a rien de mal à essayer si on peut. Même avant de saisir le schéma, si on comprend assez bien ce qu'on fait. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le résultat d'essais préliminaires quand même. Alors, regardons maintenant l'aspect mécanique. Donc, la plaquette, où est-ce qu'on va la monter, ainsi de suite à l'intérieur, où est-ce qu'on va se connecter. Alors, ça, c'est le devant du Fluke 8920. Je vous positionne là, je le tourne de côté. À l'arrière, ici, on a une plaque de montage que j'ai partiellement dévissée déjà pour voir si on va utiliser ce trou, puisqu'il y a un trou à l'arrière, pour faire notre montage de la plaquette. Alors, j'enlève la petite plaque. Je vous montre le trou disponible qui est très intéressant. C'est ici la partie analogique. Ça, c'est la sortie analogique là, sur laquelle on va se connecter, mais on va se connecter à l'intérieur puisque je veux monter ça, la nouvelle plaquette, à l'intérieur. Donc, encore une fois, on regarde l'appareil de côté. Où est-ce qu'on pourrait situer une plaquette? Bon, je vais prendre ici une plaquette de format probablement similaire à ce qu'on va vouloir utiliser. J'avais ça dans ma boîte. C'est une retaille, bien sûr, de plaquettes déjà pré-trouées, sans cuivre. Pour du montage, c'était pour du montage enroulement de fil en passant, du wire wrap. Bon, alors, je vais me servir de ceci. Quels sont les points de montage que je pourrais utiliser? Ben, il y a des vis ici qu'on pourrait dévisser puis mettre une entretoise. Il y a une entretoise déjà insérée ici qui pourrait être utilisée. Ceci, c'est la partie analogique très sensible au bruit. Alors, aller mettre un microcontrôleur ici, bon, peut-être, j'imagine, c'est blindé. Mais je crois que ce n'est pas le meilleur emplacement, compte tenu qu'on veut que le connecteur USB de l'Arduino Nano soit accessible. Par exemple, si je monte l'Arduino Nano ici, sur la plaquette, comme ceci,
Bon, le connecteur se trouve être en porte-à-faux. Je vais le déplacer d'une position. Voilà. On voit bien que le connecteur est en porte-à-faux ici. D'accord? Il dépasse. Alors, moi, je vais vous attirer plutôt l'attention ici à l'arrière. J'ai commencé à réfléchir, puis je pense que c'est le meilleur endroit. Alors, ici, il y a notre trou. Il y a deux trous de montage, un ici, un ici. Ce sont où est-ce que les vis maintenaient la plaquette cache. Et il y a un autre trou ici, une entretoise en fait. Il y en a un autre ici, mais je crois que c'est trop loin. Alors, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait monter l'ensemble ici. C'est-à-dire faire sortir le connecteur USB juste à l'arrière, juste assez. Pas pour que la plaquette ne sorte au complet, mais juste le connecteur USB. Se centrer par rapport au trou, donc au centre. Si on se met au centre, malheureusement, on ne couvre pas avec une plaquette rectangulaire le trou qu'il y a ici, mais pourquoi pas fabriquer un onglet, pas le fabriquer, mais l'inclure sur la plaquette. Donc, la plaquette c'est rectangulaire, plus une partie ici, qui est une protubérance, un onglet, avec un trou dedans qui viendrait intercepter cette entretoise-là. Alors, je crois que c'est la meilleure solution, à mon avis. Et du côté de l'horizon, donc côté horizontal, si on s'appuie sur l'entretoise et si on fait sortir le connecteur, difficile de vous le montrer, là. Bon, voilà. Ça serait horizontal. Le connecteur USB serait très près de la bordure supérieure du trou quand même. Là. On y est très près. Mais ça serait quand même horizontal. Bon, si on utilise l'entretoise ici, ça sera horizontal. Donc ça m'intéresse encore plus. Ce que je pourrais faire, utiliser ces deux trous de montage. Je pourrais bien sûr fabriquer des petits angles en aluminium pour venir faire comme former une espèce de petite tablette sur laquelle je pourrais faire reposer la plaquette ici. Mais vous savez quoi? Je pense que de toute façon, il va falloir que je fabrique quelque chose en impression 3D. Ah, bien sûr, je pourrais machiner cette petite plaque, faire un trou dedans pour laisser passer juste le connecteur. Mais je n'aurais pas de fixation. Il faudrait quand même que je fabrique quelque chose pour soutenir la plaquette à cette extrémité ici à gauche. Donc, je vais probablement plutôt faire fabriquer une plaque ici qui va venir boucher le trou, qui va inclure un trou. Ça sera en plastique, gris, pour que ça soit quand même pas trop contrastant. Et il y aura, dans cette plaque ici, fournira deux onglets en plastique sur lesquels je viendrai visser avec deux trous ici, directement sur la plaque avec ces deux onglets. Et ici, l'onglet, vous savez, sur lequel je viendrai monter le troisième trou. Donc, 3 fixations plutôt que 4. C'est une petite plaquette, on n'a pas besoin de 4 fixations. 3, ça sera bien suffisant. On centre la plaquette ici dans le trou, bien centrée. Et on la fait suffisamment grande, la plaquette, bien sûr, pour qu'elle vienne intercepter l'entretoise ici. Alors, je vais sortir le pied à coulisse et je vais prendre toutes sortes de mesures et ça va me permettre de déterminer la grosseur de ma plaquette. Et bien sûr, je pourrais fabriquer ensuite, avec les dimensions que j'aurai prises, là, distance entre les trous et ainsi de suite, je pourrais fabriquer une plaque en plastique par impression 3D. Maintenant, où sont les connexions électriques? Bien, à l'intérieur, on a nos deux bornes bananes qui sont ici. Et c'est là-dessus que je vais venir me souder, tout simplement. 2 fils. Un fil sur le noir, un fil sur le rouge. Et ça va venir, avec du fil, venir se souder sur ou sous la petite plaquette de notre projet. Maintenant, le connecteur J501, lui, je vais déplacer la lumière, vous le voyez bien. Voilà. Vous voyez le potentiomètre bleu au fond, le potentiomètre d'ajustement avec la vis blanche. Le connecteur J501 est juste à gauche. Alors, il est là, en dessous de la plaquette. Alors, on pourra partir un ruban à multibroche et venir se connecter sur la plaquette, tout simplement. En dessous, parce que ça pourrait être sur le dessus, mais à angle droit. Parce qu'une fois la plaquette montée, il ne restera pas beaucoup d'espace pour venir avec un connecteur sur le dessus. On va frapper le toit de l'instrument, donc le couvercle supérieur de l'appareil. Donc, il faudra faire les connexions par en dessous de la plaquette, avec un connecteur en rangée, tout simplement.
Alors, je crois que ça va bien se passer ici. Bon, il y a juste quelque chose que je veux mentionner. Bien sûr, si on vient mettre notre plaquette ici, on va être assez près du transformateur de secteur qui est juste ici. Il y aura donc couplage magnétique entre le transformateur et le circuit, parce qu'on est quand même assez près. Mais, écoutez, ne vous inquiétez pas avec ça. Du couplage, là, il y en a partout dans l'appareil. Le mur qui est ici, là, c'est plus un mur de protection, de sécurité. Ce n'est pas un mur pour bloquer les champs magnétiques. Tout simplement parce qu'il est fait en aluminium. L'aluminium ne bloque pas les champs magnétiques. Ça prend un mur ferreux, donc du fer, pour contenir un peu plus les champs magnétiques. Donc, l'instrument en entier a été conçu, sachant très bien qu'il y aura du 50 Hz ou 60 Hz qui allait se propager dans l'appareil, surtout avec le 120 Hz, les tensions et ainsi de suite assez élevées. Alors, il faut simplement faire le circuit en conséquence et 50 Hz, ça ne sera pas difficile à filtrer ici puisque on aura des lectures lentes, à quelques lectures par seconde, 6, peut-être 8, d'après le ADS 1113, sa vitesse la plus lente, c'est 8 lectures par seconde. Donc, même s'il y a du secteur, on pourra facilement le filtrer qu'un filtre passe bas en entrée et l'ADS 1113 fait de l'averaging, donc fait de la moyenne aussi de ces signaux. Donc, je doute fort qu'on soit dérangé par le secteur. Même si on plaçait la plaquette ici ou ici, il y aurait risque de couplage, il y en aurait de toute façon. Donc, on doit vivre avec, d'accord? On va prendre des mesures en conséquence pour mitiger ce problème. Alors, je pense que j'ai tout ce qu'il faut pour me lancer dans la conception de la plaquette. Quelques remarques additionnelles. Je vous ai mentionné que l'intérieur du voltmètre CA Fluke était blindé. Bien, jugez-en par vous-même. C'est une feuille d'aluminium anodisé qui couvre totalement la surface intérieure, rien de moins. Donc, on oublie la Wi-Fi et le Bluetooth venant de l'intérieur du boîtier. Maintenant, j'ai bien sûr fait une étude des consommations de courant du circuit ajouté, car on ne veut pas surcharger les alimentations du voltmètre. Mais il faut quand même savoir qu'il y avait des cartes optionnelles qui pouvaient être ajoutées dans l'appareil lors de l'achat. Ces options ne sont pas présentes dans nos Fluke à nous, celui de Jacques et le mien. Donc, il y a de la puissance de disponible sur les alimentations internes pour notre circuit. Mais voici tout de même les chiffres. La consommation de courant sur le rail de plus 15 volts augmentera d'environ 40 mA et l'augmentation sur le rail moins 15 volts sera en toute pratique négligeable. Compte tenu des réserves existantes pour l'expansion, le voltmètre n'aura aucune difficulté à fournir à la demande. Oh, petite note, vous l'avez vu, j'ai révisé la valeur de la résistance de charge minimale sur la sortie du régulateur. J'avais mis 220 ohms, mais c'est bien trop faible et donc c'est beaucoup trop de puissance dissipée pour rien. Elle sera de 510 ohms, ce qui garantira un courant minimum de 10 mA, ce que le régulateur a besoin. OK, alors dans la prochaine vidéo, je vais passer à la plaquette PCB. Je vous expliquerai entre autres l'emplacement des composants, la logique derrière l'emplacement et la distribution du cuivre, plan de masse et piste. D'ici là, continuez de me suivre et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et un merci particulier à ceux qui me soutiennent sur PayPal, Patreon et Tipeee. Alors, à la prochaine!